Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Star du PAF, animateur TV, radio, producteur et patron de la société, de sa propre société de production Coyote. Mon invité aujourd'hui est une incontournable personnalité. Énorme personnalité. Ah, énorme. Qui depuis des décennies entre dans votre salon. Et quelquefois dans la chambre à coucher. Et quelquefois. Mais oui. Et parfois même dans la cuisine. Voilà. Mais oui. On me l'a dit. Et il y a des gens qui ont fait des enfants en me regardant. C'est pas vrai. Mais oui, ils m'ont dit. Ah ouais. Ouais. C'est merveilleux. Ah, écoutez, je sais pas, hein, parce que j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus attentifs à ce que je fais, mais bon. Et les amis, toutes les semaines, vous le voyez co-animer l'émission Quelle époque avec Léa Salamé sur France 2. Vous l'aurez reconnu, mon invité aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir Cristobal Derraban. Merci de Quel me accueil. recevoir. Quel lancement. Merci de me recevoir. Mais merci d'être venu surtout. Vraiment avec grand plaisir et surtout merci de m'accueillir chez vous. Je voudrais commencer, Christophe, par une citation. Citation de Schopenhauer, du philosophe Schopenhauer, qui souligne « Pour m'endurcir, j'ai soumis mon corps à beaucoup d'efforts et de fatigue, je me suis habitué à tout ce qui peut l'affecter, quelque rudement que ce soit. » Voilà comment Schopenhauer se présentait. Oui. Et vous, Christophe, qui êtes-vous? Schopenhauer. Non, mais je veux dire, Schopenhauer qui parlait du retard aussi. Schopenhauer qui a dit plein de trucs très intéressants. Alors, je n'ai pas retenu toute cette phrase. J'en ai retenu qu'il avait souffert un peu dans son corps. Oui. Oui, moi aussi. Mais c'est pas très grave. Comme tout le monde. Oui, alors il y en a qui souffrent un peu plus que tous les autres. C'est ceux qui font des métiers, par exemple, à pénibilité renforcée. Hein, donc ceux-là, ils souffrent encore plus. Les sportifs souffrent. Les gens qui font du travail debout, à la chaîne, répétitif. Non, tout le monde souffre un peu dans son corps, vous avez raison. Même ceux qui restent assis, ils finissent par souffrir dans leur corps. Moi, j'ai souffert dans mon corps par choix, par plaisir, mais le corps a une mémoire, et donc il s'en souvient. Et aujourd'hui, même si mon esprit reste chevaleresque et gamin, le corps parfois dit là, tu vas sans moi sur ce coup-là. Donc on calme un peu les choses. Vous avez un cœur d'enfant, c'est ce qu'il faut avoir. Vous aimez l'humour, vous aimez plaisanter. J'aime bien, oui. Et c'est super. J'aime bien. C'est super. Je suis très de profil pour vous regarder. Oui, c'est je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Exactement. Christophe, avant d'approfondir la réflexion, peut-être, selon vous, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, quelle est votre plus belle qualité? C'est un peu compliqué. La sincérité. Comment la définissez-vous? L'honnêteté, la même chose. La gentillesse. Mon attrait pour l'autre. Voilà. Christophe, vous êtes un homme de médias, de télévision, de radio. Comme je vous ai dit, hors caméra, on découpe l'interview en deux. On commence par les médias. Quelle définition donnez-vous d'un média? Ça dépend lequel. La télévision. C'est un média passif. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un média passif, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on regarde, on écoute, on ne fait pas grand-chose. Le plus formidable des médias, c'est la radio, qui est un média actif, où il faut tout faire pour que l'imaginaire de la personne qui est de l'autre côté et qui écoute son transistor se fasse une idée de ce qui se passe. Moi, j'ai toujours coutume de dire que j'arrivais à faire passer une grimace à l'antenne, à la radio. Ce qui n'est pas une mince affaire. Moi, voilà, moi, je vous donne ma définition, qui n'est pas mienne. Non, elle est intéressante, mais alors est-ce que la radio, c'est d'une certaine manière de rendre visible l'invisible? Parce que la radio, on ne voit pas, même si maintenant, par Internet, on voit des émissions. Ah, malheureusement, maintenant, la radio, c'est de la télé, il faut se maquiller pour y aller, oui. Mais de rendre visible l'invisible, la radio, oui. Laissez-moi réfléchir quand même, parce que rendre visible l'invisible.
Parce qu'on ne vous voit pas à la radio, même si on... Mais on vous voit maintenant, c'est fini. On vous voit. Enfin, bon, heureusement que les gens écoutent la radio pour ce qu'elle est et comme elle est. Mais le nombre de gens qui me disent « Tiens, je t'ai vu quand tu es passé à RTL. » Ah ben oui, ouais, parce qu'en fait, sur Internet, il y a l'image. Non, je vous dis ce que je pense de la radio. Voilà, moi, honnêtement, j'adore ça. Alors, au niveau de la télévision, Jacques Toubon souligne la télévision ne doit pas manger la vie, elle doit l'éclairer, l'embellir, l'enrichir. Ah, oui. Une TV de toutes les couleurs, non un canon d'images. Ah, oui, mais il peut dire ce qu'il veut, Jacques Toubon, il a raison. Malheureusement, il y a des impératifs, ne serait-ce que financiers, qui font que la télévision n'est pas que enrichissante, n'est pas que bienveillante, n'est pas que nourrissante. Et que, vous savez, par exemple, quand François Mitterrand a été élu en 81, et que Jack Lang est devenu, pardon, je m'éponge, mais comme j'ai une petite crève, je transpirouille un peu, mais je ne suis pas contagieux. Jack Lang avait décidé que les films du lundi soir sur France 3 seraient en VO sous-titrés. Et puis il y a eu une levée de bouclier en France avec des courriers, ce qui fait qu'au bout de 3 mois, ça s'est arrêté. Et c'est bien dommage parce qu'on dit souvent, qu'il faut que les gens apprennent des choses par la télévision. Et c'est évident, moi par exemple, c'était une règle. Quand je faisais Coucou c'est nous, la règle c'était on apprend un truc par jour, quoi qu'il arrive. Même si on déconne, même si c'est pour apprendre la taille du trou du cul d'une poule par rapport à l'œuf, on apprend quelque chose. Et ils auraient dû peut-être lutter un peu plus à ce moment-là pour continuer les films en version originale sous-titrée, parce que c'est excellent évidemment pour apprendre notamment l'anglais pour les enfants et pour les adultes. Et les gens qui regardent la télévision, ils prennent ce qu'on leur donne, ils n'ont pas beaucoup de choix de sélection. Donc, oui, Toubon, il a raison, mais c'est un petit peu utopique. Alors, vous êtes un homme de... Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est bien. Et puis, dans le divertissement, on peut apprendre des choses. Moi, j'ai fait plein de prime time, avec des mômes, avec des animaux, avec que sais-je, avec du paranormal, et ça, on déconnait, on s'amusait beaucoup, mais on apprenait des choses. Alors, on va parler du divertissement. En effet, vous êtes connu pour toutes les émissions que vous avez, entre autres, animées de divertissement. Quelle définition donnez-vous, ou quelle différence entre l'amusement et le divertissement? Ah, il n'y a pas. Il y a eu un moment, un mot qui était à la mode, qui était l'infotainment. C'est ce qu'on faisait avec Combien ça coûte, par exemple, présenté par Jean-Pierre Pernaut. Où voilà, il y avait du reportage, il y avait un aspect journalistique, il y avait un regard journalistique, il y avait des enquêtes, et autour de tout ça, il y avait du divertissement et de la détente. Votre question, c'était divertissement et amusement. Moi, j'ai fait de la télévision pour divertir, oui. Y compris sur les sujets les plus graves, quand je faisais Ciel mon mardi. Je veux dire, quand je faisais un sujet avec des Africaines en boubou absolument magnifiques et qu'on traitait d'excision, c'était pas drôle. Et néanmoins, je me rappelle de ces rires résonnants, magnifiques de ces femmes africaines de toutes les couleurs, habillées. Et pourtant, on parlait de choses encore contemporaines, je crois, et très tristes. Oui. Qui font des gamines qui vivent en France, on repart dans des villages, dans certains pays d'Afrique, pour se faire exciser. Et c'est catastrophique, voilà. J'espère de moins en moins, mais je ne sais pas. Je l'espère aussi. Et vous en parliez à l'instant de la culture. Je m'occupe beaucoup de jeunes et d'étudiants, de par mon travail. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis prof de philo. Ah, super. Je suis prof de philo en lycée, à Dreux, et je suis prof d'éthique en intelligence artificielle. Voilà. Ah, très bien. Ah, bah, l'intelligence artificielle dans le 15e. Ouais, il y a un peu de boulot. Ah, oui, il y a du travail. Il y a du travail et un peu d'angoisse aussi. Oui, c'est très vertigineux. On ne sait pas où on va et cependant on doit vivre avec. Celui qui l'a créé a fait des déclarations il y a quelques mois. Il disait, j'ai enfanté un monstre en gros. Ça dépend entre les mains de qui ça tombe, c'est toujours pareil. C'est ça. Mais là, je vous avoue qu'il y a certains États et certains despotes dont on aimerait bien que ça ne tombe pas entre leurs mains de manière trop radicale. Oui. Alors reprenons sur la culture avant de passer à votre livre. Les jeunes lisent de moins en moins. C'est quand même une réalité. Lisent. Oui. Bon, déjà à mon époque, ça ne lisait pas trop. Ma sœur était une littéraire de folie et j'étais nul. Et finalement, j'étais l'angoisse de ma mère. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Les tablettes, les téléphones,
dans la cour de récréation, il suffit de taper sur un écran pour avoir... Oui, mais est-ce que tu ne crois pas que les réseaux sociaux, finalement, vont remplacer les livres? Non, ils ne les remplaceront jamais. Parce que si vous dites que les jeunes se disent que les réseaux sociaux vont remplacer les livres, il faut que quelqu'un leur explique que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars. Rien ne remplacera jamais les livres. Mais en même temps, je suis un piètre lecteur, donc comme je suis un honnête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de mal à faire la leçon là-dessus. Néanmoins, j'avais une mère très littéraire et une sœur aussi, ce qui fait que j'ai ouvert grand mes oreilles. Donc il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des conversations avec des intellectuels sur des auteurs que je n'avais quasiment jamais lus, mais où j'étais capable d'avoir une conversation parce que j'avais écouté ma sœur et ma mère qui en parlaient. Alors vous êtes peut-être un piètre lecteur, mais vous êtes un écrivain. Bon, vous êtes un écrivain. Ça, je ne sais pas. Ici, vous venez d'écrire. Ah oui, mais il y a écrire et écrire. Oui, moi, je lis des écrivains, je me dis, j'ai du boulot. Ce qui m'a fait très peur l'autre jour, c'est que j'ai regardé un best-of d'une émission du soir sur le TMC, et qui rediffusait l'interview d'un grand écrivain américain, dont le nom m'échappe, mais qui est une star, un peu costaud, chauve, et qui disait qu'il pensait impossible qu'un gars, enfin qu'une personne qui n'avait jamais lu puisse devenir un auteur. Et je me suis pétrifié parce que je n'avais pas encore sorti mon bouquin. Et on peut considérer que j'ai jamais lu. J'ai pas jamais lu, non, j'ai pas jamais lu. Mais j'ai très très peu lu. Et je me suis dit, bon ben. Pourtant j'ai travaillé vraiment fort pendant 1 an là-dessus. Je me suis dit, bon ben c'est mort. Et puis j'ai une de mes amies qui s'appelle Virginia Pugh qui a fait un très joli petit bouquin qui s'appelle D'après Delphine Seyrig et qui est écrit divinement. Et on voit la différence entre quelqu'un qui a beaucoup lu et quelqu'un qui malheureusement, aux grandes dames de ma mère, est passé à côté. Donc je serais un peu prétentieux, je pense, si j'acceptais que vous disiez fort gentiment que je suis un écrivain. Je le pense sincèrement parce que votre livre autobiographique, j'ai retenu plusieurs thèmes qui m'ont particulièrement intéressé au niveau philosophique. Au niveau philosophique. Philosophie n'est pas littéraire. Ne vous inquiétez pas, je vais couper. La rencontre. En fait, votre vie est faite de rencontres. De rencontres parfois étonnantes, parfois par hasard, même si le hasard, à mon sens... Le hasard fait bien les choses. Oui. Et tout seul, ça ne marche pas, le hasard. Ça, c'est sûr. Il faut bosser, il faut aller le chercher. C'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés. Vous avez vraiment voulu me rencontrer. J'ai trouvé que c'était une démarche très, très, très saine. Et vous avez insisté, vous n'êtes pas arrêté sur un peu de temps. Donc c'est pour ça que je suis ravi de vous voir. Merci. Non, mais quelle est la force des rencontres? En quoi la rencontre, parce que toutes les rencontres que vous expliquez dans votre livre, en quoi les rencontres vous permettent encore aujourd'hui de vous construire? Bon, c'est tout le monde toute la vie, non? Oui. C'est tout le monde toute la vie, les rencontres. Mais quelle est la force? On fait rien, oui, mais je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit tout seul. On peut faire des choses par soi-même, mais parce qu'il y a eu un déclic, parce qu'il y a eu un regard, parce qu'il y a eu un encouragement, parce qu'il y a eu une idée, parce qu'il y a eu un partage ou pas, un accord ou pas, un débat. Voilà, je pense que tout seul, Robinson, bon, c'est pas lui qui a écrit le livre, hein. Donc je pense que la vie n'est chouette que parce qu'elle est faite de rencontres. Voilà. Et que vous dit l'autre dans toutes les rencontres que vous faites? Et que quoi? Que vous dit l'autre? Qu'est-ce qu'il me dit? J'en sais rien, il me dit rien. Il me dit rien de précis forcément. Mais si on réfléchit un peu à soi-même, si on bosse un peu, d'arriver sur soi, même si je ne suis pas nombrilistiquement, hein, si on essaie de gamberger à son fonctionnement, à son comportement qui n'est pas toujours le bon, quelquefois l'autre, ne serait-ce que parce qu'il est, parce qu'il dit, parce qu'il vous renvoie, peut vous aider si tant est que vous ayez l'envie et la démarche de vous améliorer. Ouais. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Et c'est une très bonne question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Si je simplifie, je dis il était temps, j'avais signé il y a 18 ans. Mais avec une autre maison d'édition, parce que celui à qui je l'ai proposé m'a dit non, je ne peux pas publier ton livre. Alors je suis
suis allé voir ailleurs, et Flammarion m'a accueilli de manière extrêmement sympathique et familiale, et je me suis mis du blanc partout. Ouais, il était temps, je sais depuis toujours qu'on dit 2 mois, pas toujours des choses forcément mal, il y en a, mais pas forcément. Donc peut-être j'avais envie de mettre le facteur un peu sur le vélo et de dire voilà, voilà, je vous explique un peu qui je suis, je vous explique un peu aussi ce que j'ai vécu, parce que les gens sont quand même persuadés, de manière générale, qu'on fait un métier de rêve, que tout est facile, que tout tombe comme ça, que ben non, ni dans le métier, ni dans la vraie vie. Donc tout est compliqué, la vie est compliquée, la vie amoureuse l'est encore plus, la vie de couple l'est encore plus, la vie avec des enfants l'est aussi. Faire un métier et mélanger tout ça, c'est difficile. Le métier est difficile quand on vous dit tu vois bien que les gens ne veulent plus te voir, arrête. Bon, ben, il faut avoir les épaules pour le prendre. Donc voilà, j'avais envie de raconter ce que mes potes savent, ce que le grand public découvre dans ce bouquin. Vous venez de je dirais, de faire la transition sans jouer sur les mots avec ma question sur l'échec. Vous venez de donner J'en ai eu plusieurs. Voilà. J'en ai eu quelques-uns. Oui, quelques-uns. Et comment avez-vous fait, je dirais, pour prendre l'échec comme un tremplin pour moi, je pense que l'échec est un drame à vivre au moment où il arrive. Et il faut vite reprendre le dessus en disant ok, si ça a merdé, le tango ça se danse à deux. L'échec il ne vient pas tout seul. Donc vous avez une part de responsabilité, obligatoire. À moins de jouer de malchance à mort, ce qui m'est arrivé. Moi il y a eu des moments dans ma vie où je n'avais pas d'antenne, où on ne me donnait pas d'émission alors que je proposais des idées. Et là c'était pour moi une vraie incompréhension. Je disais mais pourquoi? Je regardais un peu la télé, je voyais bien 2-3 bricoles que j'étais largement capable de faire. Donc je me disais pourquoi est-ce que moi ce que je propose on n'en veut pas? Alors je payais peut-être mon passé de grande gueule, de gars un peu précis et un peu, comment on dit pas que précis, on dit exigeant. Et quand vous êtes très exigeant, il y a des métiers comme le mien par exemple, où on peut facilement dire que vous êtes casse-couille. Ben non, je suis juste exigeant, mais je suis aussi exigeant avec moi qu'avec les autres. Donc, mais c'est pas toujours bien perçu l'exigence. On aime bien que quelquefois il n'y ait pas trop de vagues, que ça passe comme ça, que même si un truc est moyen, même si tu trouves que le truc est moyen, bah, tu dis rien. Bon, ça, moi, j'ai une grande transparence. Et malheureusement, si je suis dans un restaurant où le truc est trop salé, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que j'ai le sentiment que ça rend service. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sincère et vous êtes franc. Transparent, oui, mais bien élevé, donc je ne fais pas n'importe quoi. Oui. Mais je veux dire, si je suis dans un restaurant et le type vient voir en me disant alors ça a été, je dis franchement, c'est super bon, mais c'est trop salé. Et je leur rends service. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les mecs qui sont pas trop cons me disent merci de me le dire. Je dis je suis navré, hein, parce que c'est vraiment pas pour être emmerdant. Et d'ailleurs, j'attends d'avoir fini. Il m'est arrivé d'aller au restaurant avec des gens qui disaient changez-moi tout ça, c'est pas le genre de la maison. Mais je ne sais plus quel était le départ de notre conversation. C'est sur l'échec. Oui, et l'échec, ma foi, ouais, quelquefois on ne comprend pas, et puis après on l'analyse, et puis c'est pas gratuit. Si les gens ne veulent pas de quelque chose, eh bien voilà, moi j'ai eu un échec à une époque où j'avais une quotidienne que j'arrêtais, qui défonçait tout, hein, ça s'appelait Coucou c'est nous. 7 millions de personnes qui regardaient ça, enfin, c'était dingue. Pour faire une hebdomadaire qui n'a pas marché, j'ai un peu payé un peu le karma, quoi. C'est-à-dire que, en gros, j'ai voulu me dire, je vais faire en une fois, en une semaine, ce que je me tue à faire tous les jours. Clic, l'édition est arrivée tout de suite. Et alors, bon, pour le coup, on ne m'a pas laissé beaucoup de temps de me recadrer, ce que j'aurais pu faire parce que je suis professionnel. Mais moi, les échecs, en tout cas, m'ont permis, enfin, de mes échecs, je ne sais pas si j'ai tiré beaucoup de réflexions de manière consciente, mais de mes échecs, j'ai tiré
suffisamment de choses pour... On dit souvent qu'après un échec, on revient plus fort. Alors moi, je ne sais pas si je suis revenu plus fort, mais je suis revenu. C'est le principal. Voilà. C'est le principal. Voilà. L'autre thème que je voulais aborder, c'est l'amour. C'est parce que c'est transparent dans votre livre, vous en parlez, etc. Quelle définition? Ça se voit? Non. Parce que je l'ai su, mais j'en fais partout. Okay. Je pense qu'il vaut mieux que je prenne un truc plus solide. Quelle définition Ça date de table. Prends mes salades de table. J'ai du PQ. Non, ça va aller. Je suis désolé, j'ai vraiment une poussée là, de très désagréable. Non, parce que j'ai chopé un virus qui me fait transpirer. Non, mais c'est pas grave, ça va juste m'empêcher de partir en vacances et de décéder plus tôt. Mais non. Tant qu'on aura fait notre interview, c'est l'essentiel. Vous aurez le dernier. Vous allez pouvoir le vendre partout. Voilà. Ben oui, réjouissez-vous. Oui, à tout malheur, à toute chose, malheur est bon. Exactement. Et puis en plus, avec votre humour, c'est merveilleux. Voilà. Alors oui, quelle définition donnez-vous, Christophe, de ce magnifique verbe qu'est aimer? Que veut dire aimer? Parce que quand on lit votre... Ah non, mais alors moi, je ne suis pas prof de philo, mon fils. Donc, oh, j'ai entendu un jour quelque chose de très beau, donc je vais le reprendre, et ça va être très court. Aimer, c'est passer après. Voilà. C'est simple. Expliquez-nous. Moi, j'ai pas besoin. Passer après. Aimer, c'est passer après l'autre. Après l'autre. Oui. Et dans les déceptions amoureuses, vous passez après qui? Après l'autre? Non, mais attends, ça c'est pas pareil. Oui, voilà, c'est ça. Là, ça. c'est le même thème. Mais vous dites, qu'est-ce que c'est l'amour? J'ai entendu ça quelque chose, j'ai lu ça quelque part, je trouve que c'est très joli. Eh bien, je vais vous la refaire propre et en entier. Aimer, c'est passer après l'autre. Penser pour l'autre et passer après l'autre. Et je trouve que c'est une définition qui me colle nickel. Ça me va comme un nom. Quand j'aime, c'est l'autre qui compte. C'est beau, vous êtes très altruiste. Hein? C'est beau, j'aime beaucoup cette définition d'Octave Ouzane. Alors Octave Ouzane, on peut ne pas aimer. Oui. Mais je vous écoute. Et la définition, l'amour n'est qu'une étape, un arrêt momentané sur la route de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Répétez-moi ça. L'amour n'est qu'une étape, un arrêt momentané sur la route de la vie. Un arrêt momentané? Oui, un arrêt momentané. Oui, oui, j'ai bien compris. Alors, que l'amour ne soit qu'une étape, je crains que ce ne soit vrai, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas de l'amitié, par exemple. C'est une vraie différence. Quelle une vraie différence. L'amitié, une vraie amitié, ça ne s'arrête jamais. Jamais. Alors que l'amour, malheureusement, aussi beau qu'il soit, ça s'arrête souvent. Générationnellement, ça bouge aussi. C'est-à-dire que la mienne, ça bouge plus que celle d'avant. Et celle d'après, peut-être, je leur souhaite, ça bougera un peu moins que ma génération à moi. Parce que j'aurais adoré dire ça fait 45 ans ou 50 ans qu'on est ensemble. Ça, je ne saurais pas le dire, pour des raisons précises, à moins que je vive jusqu'à 140 ans. Mais un arrêt, je ne suis pas sûr que ce soit un arrêt. Parce que moi, c'est marrant, parce que ça me fait penser, j'essaie de mettre ça avec de la physiologie, du physique, et alors ça me fait penser à un infarctus, ou un arrêt du cœur. Et l'amour, moi je trouve que c'est très productif, c'est très... on n'est jamais aussi bien que quand on aime, moi j'ai jamais travaillé aussi bien que... Un jour, bon, pardon, hein, ça s'appelle Sans Transition, c'est pas pour rien. Un jour, je devais éventuellement faire une pièce de théâtre où j'ai déjeuné avec le directeur et avec Patrice, mon copain, Carmouze, et le propriétaire du théâtre avait un directeur très sensible, qui est un homosexuel très rigolo, et qui a dit à un moment au directeur du théâtre, demandez-lui s'il est amoureux. Alors je regardais comme ça, et le patron m'a dit, est-ce que vous êtes amoureux? J'ai dit, oui, plutôt oui en ce moment. Et l'autre a dit, ben la fin de parce qu'il disait, un acteur n'est jamais aussi bon que s'il est amoureux. Et je crois qu'on n'est jamais aussi bon dans la vie que lorsqu'on est amoureux, parce que ça nous met dans un état, je trouve que ce soit un arrêt, moi. Je
Je pense que c'est un petit bond. Alors, je ne connaissais pas Octave, parce que je vous ai un peu chevalier tout à l'heure. Octave. Ozan. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis que c'est un arrêt. C'est pas paralysant l'amour. Alors je le prends qu'au premier degré, j'ai bien compris la phrase philosophique. Non mais c'est vrai, mais alors lui après, il développe. Oui, c'est ça. Il dit quoi? Mais lui en fait, il le dit parce qu'il l'a vécu très mal, et donc pour lui ça a été un arrêt dans sa vie. Il a vécu mal le fait d'aimer? Il a vécu mal le fait d'avoir été largué. Ah, et votre question c'était pas ça. Votre question c'était quelle est la définition d'aimer. Oui. Voilà, donc la définition d'aimer, je vous l'ai donnée, et je vais vous la répéter parce que j'en suis très fier, et elle n'est pas de moi, mais c'est passer après l'autre, et je trouve que c'est ces 5 mots qui suffisent vraiment. En revanche, il m'est arrivé de subir, jeune, des larguitudes qui m'ont paralysé de tristesse. Un peu plus vieux, il y a moins longtemps, mais ça ne m'était pas arrivé depuis l'âge de 19 ans, quelqu'un qui est parti aussi, et encore une fois, le tango se danse à deux, donc je portais une part de responsabilité large, j'assume, c'est quelqu'un avec qui je parle encore, qui, voilà, mais avec quelqu'un, bon, il y a une page en italien dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez dit, bon ben voilà, oui, ça c'est un peu paralysant, oui, alors, comme ça n'est plus la même question que tout à l'heure, là je vous réponds, oui, c'est très paralysant. Oui, oui, bien sûr. La tristesse n'est pas enthousiasmante. La tristesse n'est pas source de dynamique et d'énergie. La tristesse est source d'emmerdement, de peine, de dépression, de mauvais regards sur tout, sur l'autre, sur soi, sur... Non, non, non. Et peut-être une dernière question pour terminer l'interview. Ah, pour terminer, très bien. Et pour terminer l'interview, quand vous regardez en arrière toute votre carrière, que vous dites-vous? Tu t'es pas trop mal démerdé. Voilà. Ça vous a plu le bouquin? Continuez comme ça. Merci pour votre... Vous savez que je conseille vos bouquins. Ah, mes amis, je le conseille à tous les étudiants. Ah, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Hein, Non, mais moi j'ai beaucoup aimé. En fait, continuez. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la transparence. Vous êtes vrai. Vous êtes authentique, vous êtes vrai. En fait, et tout ce que je raconte, vous avez suivi dans les trains en un et tout. C'est comme si j'étais à côté de vous. Mais c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'on m'entend même parfois. Mais complètement. Complètement. C'est rigolo. Mais tout est vrai en tout cas. Mais merci d'avoir écrit, Christophe. Oh, moi, je merci pour votre authenticité et merci de vous révéler à nous tels que vous êtes. Eh bien oui, parce que comme j'aime les gens, innocemment j'aimerais bien qu'on m'aime aussi. C'est ça. Et donc ceux qui ne m'aiment pas, je vous jure, c'est ceux qui ne me connaissent pas en vrai. Bon ben voilà. Mais ce livre nous permet encore plus de vous aimer. Bah tant mieux, c'est vraiment très gentil. Merci à vous. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Christophe de m'avoir... Mais merci encore. Merci infiniment. Et merci à vous les gars. C'est adressé à qui alors? Tout le monde? À tout le monde. Voilà, tout le monde, merci. Alors dites-leur un petit mot à tout le monde. Eh bien écoutez, n'oubliez pas ce que j'ai dit sur l'amour. C'est très important. C'est très important. Et le tango, ça se danse à deux. C'est très important, quelle que soit la circonstance. On a toujours une part de responsabilité dans tout. Échec, victoire, déception, enthousiasme. Sortez couverts et portez-vous bien. Les amis, à très bientôt. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce sera qui? Et ce sera surprise. Ce sera surprise. Il est très drôle et très sympathique. Vous verrez. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao.